Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 21 mars 2022. Aujourd'hui, vidéo très courte, je n'ai pas eu le temps de la préparer. Quand même, il me faut un minimum de préparation. Je ne peux pas que m'appuyer sur des livres lus, parfois il y a déjà plusieurs années. Mais je voudrais vous parler d'un ouvrage, je ne sais pas si on peut appeler ça un ouvrage de vulgarisation, mais assurément, si on veut comprendre la pensée de Heidegger, Wittgenstein, Cassirer et Benjamin, et qu'on veut les suivre dans leur parcours privé, comment sont-ils venus à développer telle ou telle théorie? Ou comment ont-ils créé des concepts? Quels étaient leurs rapports existentiels à la philosophie? C'est l'ouvrage Le temps des magiciens de Wolfram Ellenberger. Je vous montre ici. Alors, ça nous raconte, et la façon dont l'ouvrage est construit, on assiste à... L'ouvrage se déroule en 4 volets, mais 4 volets qui reviennent de manière successive. Ça commence avec Benjamin, on enchaîne avec Wittgenstein, on enchaîne avec... Mais et toujours dans le même espace-temps, car ces 4 philosophes allemands ont créé le plus important de leur œuvre au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors on les suit pas à pas dans leur développement intellectuel et dans le développement de leur vie privée. Et parfois, il y a des points où ils ne se rencontrent pas, mais où ils partagent les mêmes interrogations. Ou encore, ils posent un regard différent sur la société, sur un même événement. Et c'est d'une extraordinaire érudition. L'ouvrage a été écrit en allemand parce que Ellenberger est d'origine allemande. Il est né en 1972. Il a été pendant un temps directeur de la revue Philosophie Magazine, version allemande. Et c'est rare, en fait, parce que c'est un ouvrage, oui, qui est de vulgarisation, mais également d'érudition. Je ne suis pas du tout un spécialiste de Cassirer, par exemple. J'imaginais mal, en fait, je ne m'étais vraiment jamais posé la question, sur l'importance de Cassirer, par exemple, comme penseur de la République de Weimar, par exemple. L'affrontement connu, célèbre, l'affrontement de Davos entre Heidegger, comment ça se joue, les partisans d'Heidegger d'un côté, ceux moins nombreux de Cassirer. On a l'impression d'assister à un match de boxe intellectuel. On a l'impression deux géants s'affrontent. On se rend compte en lisant cet ouvrage, magistralement écrit, de l'importance de l'affrontement dans les idées. Il y a des passages extrêmement poignants, les derniers moments de Benjamin, par exemple. La fuite de Benjamin, les difficultés financières sans fin de Benjamin. Le mépris dont il était l'objet de la part d'Heidegger, qui ne le prenait guère au sérieux. Nous sommes ravis aujourd'hui de constater que Benjamin prend une sacrée revanche sur Heidegger. On est, je dirais, presque époustouflé de la rigueur, de la dureté, de l'austérité, de l'extrême exigence de Wittgenstein, qui traverse le siècle de manière obstinée, presque avec des œillères, qui déconstruit, avant la lettre, le langage lui-même.
on, on voit aussi combien l'Allemagne, d'après-guerre, d'après la Première Guerre mondiale, comment elle est un bouillonnement intellectuel, un bouillonnement artistique. Et comment ces penseurs s'évertuent à redonner un fondement à la pensée philosophique. Et les points de passerelle entre eux sont magistralement démontrés par l'auteur. Je ne vous lirai aucun passage ce soir. Je vais simplement vous inviter, ceux qui aimeraient mieux connaître la pensée de ces philosophes très importants, dans une langue, je me répète, exceptionnelle. Ça se lit presque comme un roman policier, je vous dirais. Parce qu'on voit les développements, on voit comment leur pensée se crée au fur et à mesure de certaines difficultés existentielles. Certains personnages qui pouvaient nous rebuter nous apparaissent sous un jour neuf, sous un jour qui nous enlève nos œillères d'une certaine manière. Alors, la vidéo va être courte parce que je suis particulièrement fatigué et je ne vous cacherai pas, je suis extrêmement inquiet quant à ce qui se joue en ce moment en Ukraine. Pour moi, pour nous, c'est l'événement le plus important d'après-guerre. C'est l'événement le plus important. On ne sait absolument pas comment tout cela va se terminer. Il y a une dépêche qui est sortie il y a quelques minutes. Il y aurait eu 10 000 soldats morts. 10 000 soldats russes morts. Ce qui m'étonne, en tout cas, j'ai dit il y a quelques jours, mon exaspération des espèces d'analyses que l'on fait, je pense que le temps des analyses n'est pas venu. Je comprends que tout un chacun veuille donner un sens à l'événement, qu'on tente de réfléchir, mais un événement d'une telle portée cataclysmique, je ne sais pas si les outils conceptuels peuvent rendre compte de la chose. Et les efforts qui sont faits par les uns et par les autres, soit pour expliquer, soit pour relativiser, soit pour mettre dans le contexte, en fait, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire une chose pareille. Nous sommes peut-être à la veille d'une guerre nucléaire, tout simplement. Et où le concept de dissuasion est périmé, selon moi. Vous voyez, moi-même, j'apporte ma petite pierre et je ne voudrais pas le faire, donc je ne le ferai pas. Mais les heures, personnellement, j'en perds le sommeil. Je ne vous cacherai pas, j'en perds le sommeil. Et je vois bien que nous sommes tous largués. Évidemment, ceux qui sont capables de relativiser, ceux qui sont capables d'expliquer, ne le sont pas. Mais simplement, hier, j'ai simplement écrit que Poutine était un fasciste, par exemple. Et plusieurs sont apparus sur ma page pour me dire que non, fallait pas dire ça, que c'était de la branchitude, ai-je lu. Et je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse voir les choses avec une telle hauteur de vue, dirais-je. J'en suis parfaitement incapable. Ce qui prouve bien sans doute que je ne suis pas un intellectuel, je suis un libraire. Et, on dirait, un libraire, ça vend des livres. Ouais, ça vend des livres, des pensées des autres. Mais bon, pour revenir à ma suggestion de lecture de ce soir, d'aujourd'hui, je vous invite donc à lire vraiment, vraiment, si vous voulez comprendre
Je lis un passage, tenez. Je peux pas résister à vous lire le passage de... C'est sur Heidegger. Passage au hasard. On meurt toujours seul. La mort n'est pas plus délégable que la vie. Toutefois, ce serait commettre une grave méprise que de voir dans la conception heideggerienne du Dasein, allant au-devant de la mort, comme une exhortation au suicide. Car, en mettant de soi-même un terme à sa vie, on se prive définitivement de toutes les possibilités à saisir. Ce processus continu de saisie énergétique qui a, aux yeux de Heidegger, quelque chose de l'ouverture d'une question encore insuffisamment comprise, la question du sens de l'être. Le philosophe l'appelle exister. En existant de la sorte, on vit comme doit vivre un Dasein, authentiquement. Rares sont les individus qui le font, bien nombreux ceux qui ne le font pas. Rien d'étonnant dès lors à ce que Heidegger pense trouver plus d'authenticité dans la société des gens dits simples de la forêt noire qu'au sein des milieux académiques à l'esprit déformé. Il ne me tarde pas de retrouver la société des professeurs. Les paysans sont beaucoup plus agréables et même plus intéressants, confie-t-il à Jaspers. Et quelques mois plus tard, je souhaite souvent que vous puissiez être dans nos montagnes à des heures pareilles. Parfois, je ne comprends plus qu'on puisse jouer là-bas, dans la plaine, des rôles aussi singuliers. Même dans la phrase diverse créatrice de être étant, le philosophe existentialiste Jaspers reste la seule personne de référence dans le milieu universitaire à qui Heidegger se confie comme à un égal. Entre autres et surtout sur la question concrète du rapport au mourir. Car qu'il s'agisse de la question de la mort ou de l'angoisse des mourants, la période 1924-1927 lui ouvre de nouveaux horizons d'expérience qui le concernent intimement. Son père meurt des suites d'une attaque en mai 1924, après plusieurs semaines d'agonie. Heidegger restera profondément marqué par l'angoisse que ce fervent catholique manifeste jusque dans son agonie à l'égard de l'enfer et du jugement dernier. Presque 3 ans plus tard, jour pour jour, sa mère succombe à un cancer de l'intestin après des mois de souffrance. L'apostasie de Martin l'accable, et elle lui fait clairement savoir sur son lit de mort. Le 5 février 1927, Heidegger rapporte à Elfriede ses échanges avec sa mère agonisante. Je suis naturellement un gros souci pour la pauvre femme, et elle croit toujours qu'elle est responsable de moi. Je l'ai rassurée sur ce point, mais cela la préoccupe tout de même beaucoup. Faut-il qu'elle soit forte, les puissances occultes, pour qu'elles se manifestent précisément en des heures pareilles? Ma mère était très sérieuse, presque dure, et sa nature véritable était comme masquée. « Je ne peux plus prier pour toi, m'a-t-elle dit, car j'ai affaire pour moi-même. Il me faut porter cela, et ma philosophie ne doit pas seulement être écrite sur le papier. »
Heidegger déposera le premier exemplaire imprimé de Être étant sur le lit de mort de sa mère, le 3 mai 1927. L'isolement volontaire de sa mère mourante, tourné vers ce qui l'attend après la mort, au mépris même du salut de son fils. À présent, je dois m'occuper de moi-même, a dû être d'autant plus marquant pour lui que, dans sa philosophie, l'angoisse et la possibilité certaine de la mort pour le Dasein ont aussi pour effet de produire un isolement radical, au regard toutefois de la vie avant la mort. L'authenticité à laquelle le Dasein doit parvenir ne peut véritablement s'acquérir que dans cette expérience et dans l'accomplissement de cet isolement radical. Être avec d'autres personnes manifestant leur sollicitude ne sert à rien en la matière. L'appel de Heidegger à l'authenticité et par là à la connaissance de soi repose sur une asocialité aiguë du Dasein. Ce n'est qu'une fois entièrement découplé, seul et donc isolé, que le Dasein a un accès à ses véritables possibilités. À l'été 1926, Anna a pris le large pour rejoindre Jaspers, nettement plus sociable. Et Heidegger se sent comme perdu et abandonné dans son patelin brumeux de Marbourg. Quoi qu'il en soit, la famille dispose enfin d'un nouveau logement, plus clair et avec un jardin. Quant au ministère à présent que Être étant commence à produire l'effet d'une comète dans le ciel de la philosophie allemande, il ne pourra bientôt plus continuer à s'opposer aux souhaits de la faculté. La titularisation se fera. Un réconfort, mais il n'y a pas lieu de se réjouir. Pour Heidegger, c'est une évidence aussi aveuglante que celle de la mort. Désormais, il a fait son temps à Marbourg. C'est avec la même certitude que Cassirer, à Hambourg, se croit au seuil d'une nouvelle ère intellectuelle dans sa patrie d'adoption. Alors, je ne saurais trop vous en recommander la lecture. Je pense même que je vais le relire. Je vais le relire. Et je l'ai lu à l'été 2020 en France, lors de voyages en train que nous avons fait, Fabienne et moi, allant de Nice, de Nîmes à Nice, de Nice à Nîmes, et des trajets de quelques heures. Et je l'ai lu avec beaucoup, beaucoup d'attention, quoique je n'ai pris aucune note, je le regrette d'ailleurs, ce soir. Mais je l'ai lu en voyant par la fenêtre du train la Méditerranée. La Méditerranée étincelante. La Méditerranée, au fond, comme vous le savez, qui est le lieu de naissance de la philosophie. C'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.